Bonjour, donc Julien Cazarin, je travaille également chez Inetum comme Nicolas. Je suis responsable du domaine réalité virtuelle pour le groupe. Et donc je vais venir parler aujourd'hui à plusieurs occasions de ce qu'on réalise, des technologies qu'on développe et notamment des standards qu'on essaie de mettre en place avec nos partenaires pour créer un métavers pédagogique qui soit interopérable et qui soit souverain. Bonjour à tous, Frédéric Kunzmann. Alors, je suis fondateur de My Serious Game. Nous faisons sur mesure des parcours en réalité virtuelle. On joue avec le métavers un petit peu, e-learning, application, tout ce qui permet de développer les compétences. Notre parti pris, par contre, c'est que les pilotes de mon entreprise sont des pédagogues, des technopédagogues. Donc, c'est à partir de ça, notre porte d'entrée, c'est vraiment la pédagogie pour ensuite utiliser des choses existantes ou des choses à construire pour développer, évaluer, transformer des compétences. Bonjour à tous, moi c'est Antoine Bernard, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Reality Academy, qui est à la fois un organisme d'information et qui est aussi une solution logicielle d'immersive learning. Donc on a développé un large catalogue de formations sur différentes thématiques, le management, la vente, le HSE, la cybersécurité, la diversité. Voilà, on a plus de 32 formations. On a pour ambition de devenir un des leaders européens de l'immersive learning. Et du coup, on utilise nos contenus pour déployer des solutions innovantes, immersives, interactives. Et potentiellement, dans 6 mois, 1 an, on a pour ambition de devenir un métaverse de l'éducation. Mais je pense qu'on en parlera après. On pense que ce n'est pas forcément le bon moment maintenant. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on est sur cette conférence. Est-ce que le son est assez fort? Non, hein? Ouais. C'est la question que je me posais également. Si effectivement on peut mettre un petit peu plus fort pour que tout le monde nous entende bien. Donc le sujet, c'est le vrai potentiel du métavers. Donc ce qui va être intéressant, c'est votre vision des choses par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'est déjà l'immersive learning et qu'est-ce que le métavers va véritablement pouvoir apporter de plus dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de l'éducation, par rapport à ce qui est existant. Est-ce que quelqu'un veut déjà réagir pour donner son point de vue sur le sujet? Moi, je pense qu'en tout cas, il y a eu un buzzword sur le metaverse. Ça a été, depuis que Facebook s'est renommé Meta, il y a plein de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de médias, beaucoup d'articles, etc. Dans la réalité du terrain, il y a peu de cas d'usage qui ont été mis en place. Donc, je pense qu'il y a aussi un mot qui a été galvaudé, ou en tout cas qui est passé un peu à la trappe, qui est l'immersive learning. Donc, vraiment ce côté apprentissage par la pratique grâce à la réalité virtuelle. Et on va dire que dans un premier temps, en tout cas, on est dans une étape aujourd'hui d'acculturation à la réalité virtuelle, de rajouter la réalité virtuelle à une pédagogie qui existe déjà. Donc vraiment de parler de blended learning. On va rajouter une surcouche de pratique dans un parcours pédagogique existant. Et donc je pense que c'est là avant tout où il faut que les organismes de formation ou les learning managers aillent. C'est final de se dire comment dans mon parcours pédagogique que j'ai aujourd'hui, je vais rajouter une brique de réalité virtuelle et d'immersive learning et comment je vais le déployer à grande échelle. Et dans un second temps, peut-être dans 2-3 ans, on aura ce côté métaverse où on voudra, comme aujourd'hui on a des visioconférences pour faire du e-learning, au final le métaverse qui permettra de faire à distance de la réalité virtuelle. En tout cas, c'est notre vision aujourd'hui chez Reality Academy. Vision complémentaire, c'est pour ça aussi qu'on travaille ensemble. On a ce qui est formidable en formation présentielle, qui existe depuis très longtemps en pédagogie, c'est de pouvoir faire du mentorat, du tutorat, pouvoir apprendre en observant l'autre, surtout sur des métiers techniques. C'est de faire des choses pour l'autre, pour une équipe. Je pense à la santé aussi, on fait beaucoup de choses pour quelqu'un, pour une équipe, pour quelque chose qui a du sens, ou contre dans les formations commerciales, etc. Et en présentiel, il se passe des trucs formidables, notamment de l'interaction. Et c'est ça aujourd'hui que le digital learning a comme défi à relever, c'est que ça doit plus être des parties de e-learning qui sont les mêmes pour tout le monde, chacun dans son coin. Et c'est une des promesses du métavers qui est intéressant, c'est ce côté collaborative learning, apprendre en interaction avec l'autre, la collaboration. On sait, le rôle vicariant, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui vont se jouer dans l'interaction avec l'autre au service de l'apprentissage. Donc ça, c'est un élément fort s'il y a du collaboratif. Chez nous, on s'en fout que ça soit en réalité virtuelle, sur une application, derrière son ordinateur.
bon, ça, c'est notre parti pris. C'est compliqué aujourd'hui techniquement d'entretenir ce parc, de le déployer, etc. à la réalité virtuelle. Donc l'essentiel de ce que nous faisons, c'est plutôt des interfaces 3D sur lesquelles on peut se connecter avec n'importe quel device. Voilà, c'est plutôt notre parti pris, même compatible en réalité virtuelle, même si effectivement la réalité virtuelle peut avoir vraiment une utilité à aider à projeter, à se concentrer. Enfin, il y a plein ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, ça dépend des cas d'usage, des types de formation qu'il faut avoir. On n'est pas obligé d'aller sur de l'immersif. On peut tout à fait utiliser un écran classique. Oui, on peut vivre quelque chose de très immersif avec un écran d'ordinateur. C'est aujourd'hui en tout cas. Et évidemment, la réalité virtuelle, on va se battre après, mais évidemment, la réalité virtuelle progresse. Enfin, on voit bien, évidemment, et un bel avenir. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à déployer, plus rapide. Voilà, les gens sont occupés. Mais de vivre quelque chose de collaboratif, c'est génial, et de quelque chose qui va s'adapter. Ça aussi, c'est vraiment le collaboratif et l'adaptatif, c'est vraiment les deux créneaux et on voit les choses se développer. Et là, on a la promesse de quelque chose qui va être très efficace en termes de pédagogie. Ouais, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce qu'on commence à raconter là, c'est que finalement, on est déjà en train de parler d'usage pédagogique de la VR. Et on a déjà mis de côté le buzzword métavers. Ce qui est très bien, parce que finalement, ce qu'on a vu, ce que Nicolas décrivait tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est finalement une sorte de ruée vers le n'importe quoi quand le buzzword est sorti, où on s'est dit, c'est un métamonde, on va y refaire tout ce qu'on fait déjà dans la réalité, on va y refaire des amphithéâtres dans lesquels on va projeter des slides à des apprenants, on va y refaire des salles de classe où on va asseoir des élèves devant des bureaux, on va vendre des terrains. Et finalement, c'est un petit peu ça qui fait retomber aussi la vague de la hype. On n'a pas pensé aux usages. On a dit on va tout faire pareil. Et finalement, ce qui amène de la valeur, c'est ce dont on est en train de discuter là. C'est finalement une technologie qui est intéressante parce qu'elle permet de faire vivre des situations professionnelles, des situations d'apprentissage qui sont quasi impossibles à faire vivre dans la réalité. On parlait récemment, nous on travaille avec une école de management qui est Grenoble École de Management et on discutait cas d'usage autour de la gestion de crise. Évidemment, on peut pas prendre un jeune élève en école de management, le mettre dans une centrale nucléaire et provoquer un incident pour lui apprendre à gérer une crise. Et c'est là que ces technologies-là vont apporter quelque chose. Mais on est d'accord, ça existe déjà, ça se fait en réalité virtuelle collaborative, qui est le nom que nous on donnait à ça avant que Facebook change de nom, depuis très longtemps. Ce qui change avec le métavers, c'est également quelque chose que tu as commencé à adresser juste avant, c'est le besoin d'interopérabilité. C'est-à-dire, ce qui va changer dans 1 an ou dans 2 ans, c'est que tous ces contenus doivent devenir interopérables, tous ces modules doivent pouvoir voyager d'une école à l'autre, d'un professeur à l'autre, être adaptés par le pédagogue à sa classe, à son étudiant, c'est-à-dire ne pas être des contenus statiques qui sont les mêmes pour tous. Et voilà, et également que les étudiants puissent voyager avec un standard ouvert, comme on a le web pour les pages 2D, d'un campus à l'autre, d'une école à l'autre, d'un centre de formation à l'autre, et que ce soit transparent et qu'il n'ait pas une application par module pédagogique à installer. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin, non, mais l'interopérabilité, on s'en fout, en vrai. Enfin, aujourd'hui, on a des casques de réalité virtuelle, des Meta, des Pico. C'est est-ce que votre application, elle est faite sur Unity ou Unreal, et ensuite vous allez avoir une APK qui va être mise en place dans un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est interopérable. Si vous avez un casque Meta ou un casque Pico, vous pouvez prendre une application et mettre à l'intérieur différentes applications qui viennent de différents éditeurs de logiciels. Et en tout cas, je pense que c'est aussi important de se dire que c'est incroyable la réalité virtuelle. On se rend pas compte, mais c'est vraiment incroyable. C'est une technologie qui est au service de l'apprentissage. Et nous, on voit plein d'élèves qui retirent la tête dans le casque et qui disent « J'ai vraiment vécu une expérience d'apprentissage. J'ai vécu quelque chose que j'ai jamais vécu avant. » Et on fait encore plein de premières fois. Et c'est encore incroyable. Nous, ça fait 6 ans qu'on est sur le marché. Et on fait encore plein de premières fois en casque. Et les gens retirent le casque et se disent « Waouh !» J'ai vécu quelque chose qui permet de créer le débat et qui permet d'être au service de l'apprentissage, de la montée en compétences, de mettre au final le formateur aussi au centre
de cette pédagogie, C'est hyper de important. pouvoir donner du feedback. Donc je trouve que c'est là l'intérêt, c'est vraiment le cas d'usage pertinent de se dire, ok, par exemple, j'ai une formation ou une sensibilisation sur le handicap. Avant, je le faisais sans réalité virtuelle, j'avais du mal à me dire, ok, comment je me mets dans la peau de cette personne. Et grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir se faire de l'embodiment et développer son empathie dans la peau de cette personne. Ce qui est incroyable comme technologie. Moi, c'est ça que je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'empathie. Je pense que c'est effectivement une des grosses valeurs ajoutées par rapport à une vidéo classique, par rapport à un type de contenu classique. Tu parles du handicap. Moi, je me souviens, j'ai testé un contenu de l'entreprise Reverto sur la sensibilisation au harcèlement sexuel. Où tu es dans la peau d'une personne qui subit un harcèlement sexuel de son manager le premier jour de son entrée dans l'entreprise. Rien que d'en parler, j'ai encore les poils qui se dressent sur mes bras parce que c'était quelque chose d'extrêmement malaisant. C'est quelque chose que tu peux pas du tout ressentir en regardant une vidéo ou en écoutant un témoignage. Et le fait de le vivre, ça change tellement de choses. Ça t'impacte d'une manière qui est vraiment différente. Et je pense que, encore une fois, vous n'hésitez pas à donner votre opinion. Le vrai potentiel du métavers, c'est ce côté empathique, mais aussi de pouvoir le vivre en groupe. Il y avait un sujet sur lequel on a échangé, c'est le sujet de la coprésence. De vraiment se dire, on est ensemble, on oublie qu'on est avec des avatars 3D ou quoi que ce soit, et on est avec des personnes, on est avec des collègues, on est avec des formateurs. Et je pense qu'on arrivera à avoir un vrai métavers éducatif de formation pédagogique quand on arrivera à atteindre ce genre d'objectif. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, je pense, ou pas suffisamment en tout cas. Je ne sais pas si vous avez une opinion sur le sujet. Bon, comme c'est un format de table ronde, je cherche à ne pas être d'accord. Mais oui, vas-y. Je suis très raccord sur plein de choses, mais tu es quelqu'un d'empathique, c'est pour ça que tu as ressenti cette empathie, etc. Mais moi, je vais regarder un film derrière un écran plat et pas en VR, et je vais pleurer à la fin du film. Donc, je crois qu'on peut ressentir les émotions, plein de choses. Et ça ne va pas de faire de toi quelqu'un qui va être plus ouvert à la diversité vis-à-vis du handicap, etc. C'est la réflexivité. En fait, c'est des méthodes pédagogiques qui vont faire que suffit pas juste de ressentir une émotion, le vertige ou mettre en situation, c'est la pédagogie. Et peu importe la solution, en tout cas c'est notre parti pris, c'est-à-dire peu importe que ça soit derrière une application qui va t'accompagner tous les jours, 1 minute, ou ce qui compte, c'est le travail pédagogique qui est fait derrière et qui va utiliser des technos différentes. Peut-être la VR, mais peut-être pas. Je crois qu'on peut ressentir, ce qui va compter, c'est la réflexivité, notamment sur cette question de transformation de compétences. Sensibiliser, informer, oui, sans problème, mais pour aller au-delà, là, ça devient plus complexe. Et je trouve que globalement, il y a énormément de très belles choses sur le salon, des technos, des outils pour fabriquer des choses, des boîtes qui gamifient, qui font des super trucs. Mais je crois que la bonne question, c'est qu'est-ce qui marche vraiment ? Et je crois que c'est vraiment l'enjeu et la question à se poser. Est-ce qu'il y a une vraie efficacité ? Est-ce que dans cet univers-là ou dans cette solution-là, je vais vraiment évaluer, transformer, accompagner le développement d'une compétence ? Et gardez toujours pour moi cette question-là qui est clé. Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas une technologie qui est miraculeuse finalement. C'est vraiment la manière dont on applique les modalités pédagogiques et qu'on l'adapte à ce type de technologie qui peut apporter du sens. Oui, parce qu'on reste avec plein de clients qui viennent nous voir en nous disant on veut de la VR parce qu'on veut faire un effet waouh, on veut un métavers. Ah, qu'est-ce que c'est, monsieur le client ? Je sais pas trop encore ce que c'est, j'ai pas bien compris, mais on en veut un parce que c'est nouveau, parce que etc. Il faut pas penser, il vous faut un moyen de vous déplacer, il vous faut un moyen d'accompagner des gens dans une transformation, et le moyen vient après en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, évidemment pas sur tout, mais c'est aussi forcé parce que c'est un panel. On est d'accord. Alors, ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que la même technologie va pas être adaptée pour tout faire. Aujourd'hui, on voit, on a des choses qui se font mieux en réalité virtuelle parce que ça va être plus simple d'immerger quelqu'un. Alors, évidemment, ça dépend des personnes. Moi, étant un gros gamer, avec un bon écran et un bon jeu, j'arrive à m'immerger, à incarner un personnage et être à 2000% dedans. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'on a des jeunes qui arrivent à s'immerger comme ça sur un smartphone. Moi, j'en suis strictement incapable. Je dois déjà être trop vieux. Ça va assez vite. Mais ce qui est très important, c'est de dire que demain, la pédagogie, ce sera un mélange de toutes ces modalités.
de masterclass, parce qu'on va pas remplacer la masterclass, on va continuer à avoir des profs qui vont faire cours devant des élèves qui seront soit en présentiel, soit à distance en visioconférence. On va avoir toujours besoin de faire de l'e-learning 2D web, alors des contenus pédagogiques qui sont consommables n'importe quand, parce que finalement on va pas se mettre dans un casque de réalité virtuelle pour aller lire un PDF, ça a relativement peu de sens. Et en même temps, on a besoin d'intégrer de l'immersif dans ces cursus, justement quand ça fait sens de faire vivre des expériences aux gens. Et là où on va pas être d'accord, et je serais plutôt d'accord avec toi, c'est que l'immersif pour tous, avec tous les élèves, on va dire 60 étudiants en amphi qui ont un casque de réalité virtuelle et qui vivent une expérience. Alors, on refera le même panel dans 5 ans, peut-être qu'on n'aura pas la même vision, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que tout le monde est pas équipé, loin de là, on a quelques casques qui commencent à arriver dans les établissements. Si on veut faire vivre des expériences de type métavers collaboratif 3D, on est obligé aujourd'hui de pouvoir les faire tourner sur tout support. C'est-à-dire d'avoir une partie de sa classe qui est à la maison sur son smartphone, d'autres qui sont sur PC, quelques-uns qui ont la chance de le vivre dans le casque. Mais on a quand même cette nécessité que nos contenus pédagogiques tournent sur tout type de plateforme. Ce qui reste difficile. Parce que autant on est d'accord, on est interopérable entre 2 casques aujourd'hui sur le marché. Des expériences pédagogiques qui savent s'adapter à la fois à un smartphone et à un casque, on en a quand même moins. Et c'est bien dommage. Je pense que c'est une organisation. Il faut être organisé si vous voulez déployer de l'immersive learning. Je pense qu'on a réussi à trouver la sauce magique. Enfin, le côté, au final, on va arriver à former plusieurs personnes en simultané. Je pense qu'il faut avoir une organisation. Nous, on a réussi à déjà former 200 personnes en une journée en casque de réalité virtuelle. On a réussi à le faire parce qu'on utilise certains types de casques, parce qu'il y a une simplicité sur l'onboarding. Puis je pense que le contenu pédagogique est adapté aussi à ce type de contraintes. Voilà, le contenu pédagogique est adapté. On a un bon onboarding qui permet d'être inclusif pour que tout le monde puisse rentrer en réalité virtuelle. Et après, moi, je trouve qu'on doit proposer plusieurs modalités pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aimer les podcasts, d'autres qui vont aimer les e-learning, d'autres qui vont aimer la réalité virtuelle, d'autres qui vont aimer le présentiel. Et je pense qu'il faut proposer, en tout cas quand on est une entreprise apprenante, une diversité d'apprentissage. Et la réalité virtuelle est une nouvelle forme d'apprentissage, et où je pense, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas cette modalité pédagogique avant et qui préfèrent utiliser cette modalité pédagogique. Je préfère apprendre en réalité virtuelle que en e-learning ou d'autres modalités. C'est mon choix à moi en tant qu'apprenant, et c'est ce que je préfère parce que il y a un côté ludique. Voilà, j'ai 100% d'attention, je vais pas regarder mon portable ni les réseaux sociaux. Il y a un côté où vraiment je me sens impliqué, et surtout si c'est bien fait, s'il y a des bons comédiens, où je vais sentir la vraie émotion d'un management, où par exemple je vais devoir gérer un conflit entre 2 salariés, je vais faire le mauvais feedback, je vais recevoir le mauvais feedback, l'émotion du mauvais feedback. Mais si c'est bien fait en 360 et que je me le prends sur moi, punaise, mais je le retiens. J'ai la chair de poule, comme tu dis aussi. Il y a un côté où, à un moment, l'apprentissage qu'on a au quotidien, c'est aussi learning by doing, quoi. Je suis entrepreneur, j'ai appris à manager au fur et à mesure. J'ai eu des échecs, j'ai grandi. Mais si en école de commerce, j'avais eu ce type de formation préalable pour pouvoir me former et faire ces jeux de rôle en autonomie, mais ça aurait été enfin, je pense que j'aurais été en tout cas une meilleure personne que ce que je suis maintenant. Donc j'y crois à fond, et je pense que c'est différent que les autres modalités, et je pense que c'est facile à déployer. Souvent on parle de la réalité virtuelle comme quelque chose de compliqué, et dans le déploiement, dans l'utilisation, on a souvent des mauvais retours sur j'ai eu une mauvaise expérience, mais parce qu'au final ça se construit. Elle est nouvelle, cette technologie, elle n'a pas 20 ans. Enfin, on apprend à déployer, et c'est ça l'enjeu de tous les acteurs de cette technologie, de cette nouvelle modalité. Et voilà, je pense qu'en tout cas on essaye de trouver le bon compromis pour aussi mettre le formateur au centre de l'apprentissage, parce que c'est avant tout le formateur qui va utiliser ces technologies, et qui, s'il aime pas l'utiliser, bah en fait ça marchera pas. Tout à fait. Et ça, c'est une peur souvent des formateurs. Effectivement, c'est soit d'être remplacé par l'outil, ouais, voilà, soit que l'outil soit trop complexe, pas suffisamment adapté à son utilisation. Enfin, je pense que vous avez eu le même genre de retour par rapport à vos expériences.
Mais quand on arrive à faire ça, quand on arrive un peu à convaincre le formateur que ça peut être un outil qui va lui apporter de la valeur, on a gagné la bataille. Ouais, mais je pense que tu vois, pour atteindre le vrai potentiel du métavers dans le domaine de la pédagogie, il y a encore beaucoup de travail d'acculturation. Parce que tu dis, comme tu dis, toi, moi je partage pas ton avis sur le côté, c'est facile à déployer. C'est facile à déployer quand tu sais comment déployer. Et c'est pas si simple que ça. Il faut de l'expérience, il faut former les gens, il faut du matériel qui soit adapté, il faut une suite logicielle autour. C'est pas si simple que ça. Après, oui, toi, t'as tout mis en place dans ta boîte. Forcément, ça se déploie facilement. Je pense que c'est la même chose pour toi. Julien, je pense que c'est la même chose pour toi également. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas juste, hop, on vous donne l'outil, vous êtes autonome. Aujourd'hui, avec du e-learning, c'est quand même plus simple à déployer. On est quand même sur des technologies qui sont pas si simples à appréhender parce qu'elles sont nouvelles, parce que c'est des nouvelles modalités pédagogiques, à mon sens. C'est plus facile de déployer de l'immersive learning que de déployer un métaverse. Déployer un métaverse, il faut créer son avatar, il faut être dans un espace où il y a le Wi-Fi parce que du coup c'est connecté à Internet, il faut créer l'environnement, savoir se déplacer, savoir parler, savoir échanger. Il y a aussi différents niveaux de réalité virtuelle. Il y a des réalités virtuelles qui peuvent être simples, où c'est juste vous avez un bouton et vous cliquez, et d'autres réalités virtuelles où vous avez des gestes. Donc aussi c'est en fonction du parcours pédagogique il peut y avoir ces différentes étapes aussi. Non, évidemment. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, notre métier à nous, c'est de faire en sorte de créer c'est de faire en sorte de créer des plateformes qui permettent de rendre simple, justement, de déployer des choses qui sont aujourd'hui très compliquées à déployer. On parle de métavers, d'expériences collaboratives. L'objet de tous nos travaux à nous, c'est vraiment de rendre ça facile. Maintenant, avoir les outils de création de contenu, c'est très bien, c'est l'étape 0, mais comme disait Nicolas, il y a un travail gigantesque en acculturation des pédagogues à faire. C'est ce qu'on voit des premiers partenariats qu'on a développés dans l'éducation. C'est très bien, on a développé des modules plutôt sur un mode de volontariat, c'est-à-dire de professeurs, de pédagogues qui ont levé la main, qui ont dit je veux mettre de l'immersive learning dans mon cours. Faire ça à l'échelle d'un établissement de toute une proposition d'apprentissage, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande d'acculturer l'ensemble de la pédagogie et de commencer à réfléchir à quels sont les contenus. Parce qu'aujourd'hui, les contenus sont majoritairement dans la tête du professeur. Donc, quels sont les contenus que je vais digitaliser sous la forme d'e-learning? Quels sont ceux que je vais transformer en modules autoportés 360 qui sont très efficaces pour tout un tas de situations? Et quelles sont les quelques situations pédagogiques que je vais amener dans une expérience de métavers collaborative, très interactive? Ça demande d'avoir découvert toutes les possibilités des différentes expériences, de commencer à réfléchir à une stratégie globale sur comment je vais digitaliser mon offre de formation et de la mettre en œuvre. Donc c'est évidemment énormément de travail. Finalement, le travail commence quand nous on a fait notre boulot et que les plateformes de création simple existent. Je pense qu'on va s'approcher de la fin. Donc, moi, je dirais que sur le métavers, c'est encore un peu tôt. Les technos bougent, etc. Tout le monde construit son univers métavers. Les entreprises, les écoles, mes confrères, etc. Chacun va créer son monde, etc. Au final, je dis pas qu'il n'en restera qu'un, mais on ira vers des choses. Enfin, aujourd'hui, Sandbox. Je sais qu'on s'entend bien par ailleurs, mais c'était une question que je voulais vous poser pour la fin. C'est votre avis sur le côté justement métavers dans le sens terrain virtuel, objet virtuel, NFT, etc. Est-ce que justement, pour vous, votre vision, ça fait partie de ces sujets? Est-ce que c'est lié à l'apprentissage ou pas du tout? Je pense que oui, la blockchain est très intéressante pour pouvoir certifier des choses. Vous voyez, on voit le succès de LinkedIn où on va agréger petit à petit ses expériences, son bénévolat, ses diplômes, ses tweets, enfin ses posts, etc. On a construit un parcours. Voilà, sur LinkedIn, on a notre profil qui a évolué et donc de manière persistante. Et ça, c'est intéressant. Et si on peut certifier tout ça grâce à la blockchain, si on peut avoir des échanges, des partages avec les NFT. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais on n'en est qu'au début, et tant que ce n'est pas un truc partagé un peu universel, aujourd'hui c'est trop tôt. Et je vois exactement comme sur la réalité virtuelle il y a quelques années, avec le nombre de marques de casques qu'il y avait, le nombre d'outils qu'il y avait, etc. Au final, on utilise à peu près tous le même aujourd'hui.
on va pas citer de marque, mais pareil en réalité augmentée. Et il y a tellement de choses encore qui vont arriver, peut-être j'espère avec Apple, voilà, qui devrait aussi démocratiser énormément les choses. Donc, je crois que c'est encore un petit peu tôt. Attendons de voir ce qui retombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait. Mais quand on en fait pour un groupe, pour l'embarquement des nouveaux et comprendre des choses, et créer, très bien. Mais dans 3 ans, ça sera plus ça, parce que ce sera plus ce format graphique, parce qu'il faudra que ce soit interopérable, parce que, etc. Donc, je crois que j'investirai pas énormément aujourd'hui, c'est un conseil, dans le métavers. J'attendrai 1 an ou 2 de voir, parce qu'effectivement, on sent déjà que le buzzword, parce que c'est des milliers de milliards de dollars en 2030. Toutes les études, SIA Partner, BPI, tout le monde dit c'est le gros marché de demain. Il y a eu un effet effectivement buzzword, ça retombe. Bah, finalement, c'est de l'immersive, finalement c'est de la VR où c'est des mondes mais cloisonnés et pas très beaux. Si c'est des petits Mi, la Wii faisait ça, Nintendo, on avait déjà nos petits Mi et on pouvait parler. Il y a les Sims qui existent depuis très longtemps, etc. Et il y a des choses qui naissent. On voit le succès de Fortnite. C'est formidable de pouvoir voir un concert ensemble à plusieurs et d'interagir avec les autres, d'acheter et de dépenser. C'est des milliards de recettes Fortnite où on achète des danses, des skins, etc. On peut les offrir. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je n'investirai pas en conseil aujourd'hui énormément, mais je profiterai effectivement d'entreprises qui font ça. Et tu as probablement le meilleur catalogue de formation en réalité virtuelle en France aujourd'hui. Donc, allez le voir. Et puis, voilà. Et je penserai des systèmes plutôt multimodaux, effectivement, où la plupart de ce qu'on fait en réalité virtuelle, nous, on peut aussi l'exécuter sur des desktops, enfin, sur un ordinateur, etc. Comme ça facilite. Parce que c'est vrai que ça a tiqué dans la salle quand tu as dit c'est facile. Mais justement, si vous trouvez ça difficile, allez le voir, parce qu'il a les recettes pour que ce soit facile. On fait une conférence sur le déploiement de l'immersive learning à midi, donc venez, on vous expliquera comment c'est facile de déployer ce type de technologie. Voilà. Et puis il faut mieux que je m'arrête, parce que sinon, moi j'enquille sur... Non, sur les NFT, en tout cas, on n'a pas besoin forcément du NFT pour créer un métaverse. C'est un buzzword aussi qui a été créé avec le Web3, la décentralisation. Je pense qu'on peut créer un monde métaverse centralisé. Je pense qu'une des technologies, c'est vraiment qu'on parle pas beaucoup, c'est le spatial computing. En fait, Mark Zuckerberg, dans quoi il investit? Il investit dans la nouvelle génération d'ordinateurs qui pourront être spatialisés. Donc c'est vraiment de pouvoir spatialiser votre environnement et de pouvoir, par exemple, mettre Facebook ici, mettre Excel ici, mettre du coup Monday, et de vous organiser dans un espace qui est spatialisé. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu un peu de l'organisation de demain, du future of work. De ce côté, est-ce que ces technologies vont nous permettre à être plus productifs, à être meilleurs en collaboration? Et donc c'est tous les enjeux de formation sur ces technologies pour demain. Et je pense qu'en tout cas, on est aux prémices d'une nouvelle ère qui prendra du temps. Mais quand vous regardez le web aujourd'hui, ça n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Enfin, entre votre desktop et votre mobile, un peu qui a changé, mais on va dire que vous êtes toujours sur une interface 2D et qui n'a pas trop changé. Donc c'est vraiment de se dire quand est-ce que l'humain arrivera à passer d'une interface 2D à une interface 360 et qui sera aussi plus productif et qui se dira j'ai envie de l'utiliser au jour le jour. Parce que c'est mieux, quoi. J'ai des lunettes qui sont toutes fines, où je peux avoir des éléments qui sont dans un environnement et j'ai pas besoin d'avoir juste les éléments qui sont sur un device tout petit. Encore une fois, on est aux prémices de tout ça. Ça va prendre plus de temps que l'iPhone. Mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes sur le bon salon pour innover. Julien, rapidement. Ouais, je vais conclure en 2 mots par encore un désaccord sur. Tu disais le métavers, il faut pas y aller tout de suite. Moi, je dirais, on peut y aller tout de suite à 2 conditions. D'être acculturé, c'est-à-dire finalement d'avoir découvert en discutant avec des experts les possibilités pédagogiques de ces technologies. Et la deuxième condition pour moi, c'est de construire sur des plateformes de métavers qui soient open source et souveraines. C'est-à-dire que effectivement le métavers tout standardisé, il va prendre énormément de temps. On a beaucoup de plateformes fermées. Il faut s'en méfier évidemment parce qu'on construit du contenu qui, le jour où la plateforme s'arrête ou on veut en changer, est à jeter. Et donc on annoncera nous cet après-midi à 15h une grande collaboration avec France Immersive Learning
justement pour construire une plateforme open source et souveraine pour créer ce type d'environnement pédagogique. Et toi, Frédéric, c'est à quelle heure que tu interviens pour faire finalement un retour sur un cas d'usage concret? 14 heures, théâtre 5, je crois. On a plusieurs points. Alors oui, là c'est moins théorique, c'est présenter des cas concrets clients. Ouais. Plusieurs. Je pense que ça a beaucoup de valeur, effectivement. Ouais, montrer et mesurer vraiment l'impact, ce qui a changé, les difficultés. On adore ce partage, retour d'expérience. Parfait. On a un petit peu débordé. Est-ce que éventuellement vous auriez des questions pour les intervenants? Bonjour. Alors vous, Frédéric, vous avez ramené le sujet à un moment donné sur la pédagogie. Ayant expérimenté le métaverse en formation continue pour adultes, j'ai quand même constaté que l'acculturation des chefs de projet pédagogiques est surtout faite sur les fonctionnalités, mais pas sur la transformation pédagogique. Et honnêtement, à ce jour, qu'est-ce qui est fait pour les chefs de projet pédagogiques sur comment on transforme nos pédagogies au métaverse? Casque virtuel, je connais pas. Je ne sais pas y répondre en 10 secondes. On a créé une marque qui s'appelle Augmented, l'humain augmenté, et dont le métier, c'est d'accompagner les entreprises et les groupes dans cette transformation et cette acculturation. Que ce soit la formation des universités, que ce soit la formation dans les groupes, etc. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle façon, et aujourd'hui, c'est trop spécifique. Donc, on a vraiment une structure de conseil pour répondre à ça. Mais il y a quelques clés qu'on partage avec grand plaisir avec nos consultants au 40, je crois, au milieu, là, à côté des toilettes. Gros stand bleu. Juste nous, pour chaque formation, vous avez un guide pédagogique qui est associé, qui permet aux formateurs de créer un débat et de donner du feedback à la fin de la formation. Donc c'est important aussi, au-delà d'avoir un guide matériel, pour au cas où s'il y a un bug, s'il y a un problème, de pouvoir le résoudre, d'avoir aussi ce guide pédagogique avec une fiche de synthèse qui récapitule l'ensemble des éléments clés à retenir de la formation qu'on donne à la fin de la formation. Donc à chaque fois, le contenu de réalité virtuelle, il doit être associé à un guide pédagogique, une fiche de synthèse ou en tout cas une présentation plus globale qui est au service du formateur. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Ah. Voilà, exactement, le poil à gratter. Je vous ai entendu parler de toutes les facettes positives de cette technologie. Maintenant, on commence à avoir des études très sérieuses sur l'addictivité de ces technologies. Qu'est-ce que vous en pensez? Le revers de la médaille, c'est quoi? Par exemple, pour parler de l'immersion, quand on a un club de plongée, avant d'emmener les gens en plongée sous-marine, on leur fait les consignes de sécurité, on leur apprend les paliers de décompression. C'est aussi le cas pour les simulateurs de vol aujourd'hui. J'ai pas entendu un mot de prévention dans tout votre discours, donc j'aurais aimé vous entendre un peu sur ce sujet. Merci. Sur le côté addictif, c'est ça? Ouais. Alors, s'il y avait autant de personnes qui étaient sur Fortnite, sur un métaverse de l'éducation, je pense qu'on serait très heureux que les gens passent plus de temps à apprendre. Fortnite, Epic Games a été condamné pour racketter les mômes, faut pas l'oublier. Oui, non mais alors, nous on utilise Fortnite au service de la pédagogie, au service de la montée en compétences, au service du développement de l'humain. Donc c'est quand même bienveillant que les gens passent plus de temps à se former qu'à être sur Fortnite ou à être devant la télé, à regarder des débilités. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut avant tout prendre plaisir à apprendre. Après, c'est comme tout, il faut pas surconsommer. Mais je sais pas si la surconsommation d'outils pédagogiques ou de parcours pédagogiques est mauvais pour la santé. Je pense que c'est plutôt bénéfique. Plus les gens se développent l'humain, mieux c'est. Mais je rejoins ton opinion sur le fait qu'il faut rester vigilant sur il ne faut pas monétiser ce type de sujet sur de la formation, sur de l'éducation, ou alors pas le monétiser, justement, pas de la même manière qu'on peut l'utiliser en Fortnite. Parce que comme tu le dis, ça a été conçu pour racketter des mômes, et ça marche extrêmement bien. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait une plateforme qui soit en train de se créer, éducative ou de formation, qui a cet objectif.
Non, moi je suis d'accord avec Nicolas, hein, mais il faut effectivement être vigilant sur les usages de ces technos-là, à ne pas y passer des heures. Mais on veut dire que naturellement, on a quand même tendance à ne pas y passer des heures. Quand on est en réalité virtuelle, dans quelque chose de très interactif, on est quand même sur une activité qui est cognitivement fatigante. Hein, après une demi-heure, on parlera de jeux vidéo, une demi-heure de jeu ou de simulation industrielle, entre le stress, la mise en situation, l'activité physique que je vais avoir dans le casque, moi au bout d'une demi-heure je pose le casque et je suis fatigué. Hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui doit être utilisé sur des points pédagogiques précis et ne pas imaginer qu'on va faire 8 heures d'amphi en continu dans ces mondes-là, parce que ça n'a pas de sens et ce serait pour le coup potentiellement néfaste. J'ai pas entendu la question malheureusement, mais addiction, j'entends les limites, etc. J'en profite parce qu'on s'appelle My Serious Game. Et je vais vous dire, attention de pas tout gamifier, de pas confondre ludique et gamification. Et dans la formation initiale, on œuvre aussi beaucoup à essayer de préserver le goût de l'effort. Et quand on gamifie tout, il y a plein de pièges en fait dans ce qu'on est en train de faire avec ce nouveau monde technologique. Aujourd'hui, les jeunes savent échanger des textos, etc. Mais en face à face dans la cour de récréation, ne savent pas quoi se dire. C'est quand même, voilà, c'est beaucoup plus facile de draguer par une application que, etc. Et il y a plein de transformations. Et on voit des effets pervers de ce qu'on est en train d'induire aujourd'hui, avec aussi le e-learning. Hein. C'est facile, c'est court, on butine, c'est drôle, on a des récompenses, etc. Maintenant, quand je dois travailler un dossier de 10 pages, ça c'est chiant. Et donc, du coup, je le fais mal et je le fais plus. Donc, attention à préserver. Il y a plein de questions éthiques à se poser. Alors, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu la question, mais le problème, c'est qu'on est que des petits acteurs, tous. Enfin, donc, il n'y a pas aujourd'hui, et chacun y va dans son domaine, etc. Et on va de toute façon vers une consolidation du marché de l'EdTech. Ce que fait EdTech France, par exemple, dans cette consolidation est un très très bon début, mais de manière à ce qu'il y ait vraiment de la recherche, des études, et que voilà, on puisse préserver aussi notre génération sur laquelle. Merci à tous. C'est des sujets qui effectivement nécessiteraient plus de temps, mais je pense qu'on est un petit peu pris par le temps. Merci beaucoup pour vos interventions. N'hésitez pas à aller les voir, les différents intervenants, durant leur retour d'expérience concret. C'est toujours très intéressant.